chaque membre de la squad doit s'intéresser au sujet des autres. Il ne doit pas se cantonner à son propre métier, son propre périmètre. Pourquoi ? À minima, ça évite des problèmes graves. La classique, c'est que les devs qui débarquent, la plupart, ils ne connaissent rien en attribution. Et donc, malgré eux, ils peuvent péter ça. Et on se retrouve avec un problème en prod très grave et qu'on peut détecter pas forcément tout de suite. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les devs chez nous qui arrivent sur ce genre de truc, ils doivent s'intéresser au marketing, en fait, de comment ça fonctionne. Et ça, on peut le généraliser à tous les domaines. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait présenter un truc à toute la boîte. Et à un moment donné, on me pose une question et je réponds à un truc. Même moi, je me dis, putain, je suis pas clair. C'est nul ce que je viens de répondre. Sauf que, il y a une seule personne qui est venue me voir après pour me dire, ah, j'ai pas compris ta réponse, elle me suffit pas. Et en fait, je me dis, c'est pas ok. Le niveau de jeu que j'aimerais, qu'on aimerait chez Pictarine, c'est devant tout le monde. Je sais pas, qu'on puisse même par exemple dire, t'es en langue de bois là, ou tu évites la question. Le scale, c'est difficile parce que tout pète. Ton job pète, les process pètent, ta façon de t'organiser pète. Et donc, on doit tout le temps se réinventer. Ouais. Et c'est difficile en fait. C'est pour ça qu'il faut de la résilience en scale-up, mais c'est pour ça aussi qu'il faut savoir gérer son énergie. Avant de passer à l'épisode, je voulais te parler d'une stat très importante à mes yeux. 60% des auditeurs réguliers de ce podcast ne sont pas abonnés. Ça paraît futile, mais ça a une grande répercussion sur la visibilité de tous mes contenus. Je compte bien continuer à interviewer les profils les plus influents de l'écosystème produit et tech pour t'apporter de la valeur. Donc si tu veux me soutenir dans cette démarche, tu peux t'abonner et activer la cloche sur YouTube et mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Merci d'avance et bonne écoute. Hello François, Salut Timothée. tu viens nous parler d'un truc qui s'appelle le Radical Performance. C'est un grand mot, un gros acronyme qu'on a évoqué en intro. Je veux bien qu'on plonge directement dedans. Tiens, peut-être avant quand même, je fais un peu vite. On va peut-être parler de Pictarine. Qu'est-ce que c'est que Pictarine, même si on a fait un épisode en juin dernier avec Guillaume, qui est le CEO de Pictarine. Tu peux nous raconter en quelques mots ce que c'est ? Pictarine à la base, depuis une douzaine d'années maintenant, c'est de l'impression photo depuis ton téléphone mobile. Donc après de longues années avec une expérience ultra simple où en 30 secondes tu passes une commande, après avoir choisi tes photos et les produits finalement sur lesquels tu veux les imprimer, tu vas les chercher en 20 minutes au supermarché du coin. Avec quand même une particularité, c'est que jusqu'ici notre business est aux États-Unis exclusivement et ça nous permet, grâce à des partenariats avec 17 000 points de vente sur 2 grandes chaînes de supermarchés américaines, de pouvoir proposer ce service super cool, quoi. Donc, pour les gens qui veulent creuser sur Pictarine, on peut bien sûr, et on va faire peut-être un petit peu des allusions d'ailleurs à Pictarine pendant tout l'épisode, mais si des gens veulent creuser le modèle, ce que c'est, comment vous y êtes pris, je les invite vraiment à écouter l'épisode tourné avec Guillaume Martin, le CEO avec qui tu travailles tous les jours, qui est sorti en juin dernier sur le podcast. Et donc aujourd'hui, on va parler de... Donc toi, t'es COO depuis récemment, si je comprends bien, tu as longtemps été au produit chez Pictarine. Ça fait combien de temps que tu y es ? C'est ça. Donc moi, historiquement, je suis le premier à avoir rejoint Guillaume et Max, les 2 fondateurs. Donc Ouais. c'était en 2014. Le temps passe vite. Et en gros, j'ai été CPO pendant 7 ans, pour simplifier. 7 ans, ouais. Et ensuite, on avait coupé l'équipe produit en 2 pour créer une équipe engineering à part entière. Donc j'ai été CTO pendant 2 ans. Et là, depuis 1 an, donc on a créé ce département opération et donc j'ai pris le poste de COO. Stylé, ok. Donc c'est parce que vous avez créé un département Ops que tu as pris les rênes. Comment ça se passe dans le déroulement un peu naturel de ta montée, enfin je sais pas comment on peut dire ça, de ton évolution au sein de Pictarine. Je pense que ça ressemble un peu à une philo qu'on a chez Pictarine de manière générale et encore plus à chaque phase de scale. C'est qu'on aime bien aligner les besoins de la boîte avec ce qu'on appelle chez nous les zones de magie des gens. Et là où ils kiffent, là où ils impactent, et là où ils sont un peu spéciaux. Et je crois qu'il y a 1 an, quand on a réorganisé la boîte, puisqu'on a une grosse phase de scale, Ouais. ça nous paraissait une bonne façon de séparer. Bon, tu me fais une bonne transition. On va donc arrêter de teaser et rentrer dans le vif du sujet. On parlait de Radical Performance. C'est quoi ? C'est une philosophie ? C'est une méthode ? C'est quoi ? Comment tu veux l'introduire dès le début un petit peu cette notion-là qu'on a évoquée en intro ? En très bref, Radical Performance, c'est notre méthode pour la performance collective. Donc c'est une méthode qu'on a construite, qu'on a éprouvée pendant des années chez Pictarine, mais sur laquelle on a mis des mots plus précis, et notamment ce nom, plus récemment. Et en gros, tu as une partie théorique avec des fondations qui expliquent la philo derrière, qui est importante pour nous, mais aussi des principes sur lesquels on a pas mal itéré. Et surtout, c'est une partie pratique, avec beaucoup d'entraînement sur le terrain, avec du coaching, avec des outils. Et je pense que pour terminer un peu ce premier résumé, ça s'appuie sur une conviction qui est très importante derrière pour nous, qui est qu'on peut créer un cercle vertueux entre le bien-être et la performance. Et à l'inverse, si on ne fait pas attention, on peut créer un cercle vicieux
entre les deux. Ok, on va en parler. Est-ce que c'est donc on parle beaucoup de produits sur ce podcast. Toi, tu viens de ce parcours-là. Est-ce que cette philosophie, elle est connectée au produit ou faite pour le produit à la base, ou en fait ça s'applique un peu dans n'importe quel contexte, n'importe quel métier dans une boîte? Je pense que déjà chez nous, c'est un peu à cheval entre product management et management. Donc c'est important parce qu'on va pas parler que product. Ouais. Et je pense même, ça peut pas marcher si on prend ça que d'un angle, tu vois, les squads, le product et compagnie. Si dans la culture de la boîte, il n'y a pas ce truc-là au niveau management, au niveau valeur, bah on mettra pas les moyens qu'il faut et ça marchera pas. En gros, c'est Ok. un peu ça le truc. Et si je suis auditeur, auditrice du podcast et que je commence à rentrer dans l'épisode maintenant, à qui ça s'applique? À quel type de boîte ça s'applique? Tu penses que c'est pertinent pour quel environnement ce radical performance? Je pense que de manière générale, ça parle plutôt bien au scale-up, ça parle bien à des startups aussi, hein. Mais je sais un peu à force, comme on en parle pas mal, dans des discussions informelles en dehors ou à des meet-up, que ça parle un peu à tout type de boîte, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, ça a été fait pour toute la boîte, tu vois? C'est chez nous, c'est pas bien sûr que les PM, par exemple, sont les premiers à incarner, ce truc-là, mais les membres des squads aussi. Et en vrai, ça s'est distillé, c'est un vrai contrat finalement pour toute la boîte. Même, la team people, la team finance, et c'est quelque chose qui vraiment se diffuse. Et donc je Ok. pense que finalement, on peut emprunter pas mal de choses. Par contre, il faut quand même le dire, je considère dans un milieu un peu protégé, hein, le milieu de la tech, où, voilà, on a un métier qui est quand même, kiffant, Ouais, et on peut parler bien-être. Je pense qu'il y a plein de boulot en dehors de cette bulle tech où c'est pas c'est moins forcément possible. facile de Ouais. parler, de ça. Voilà. Et c'est d'ailleurs, enfin merci de le souligner, c'est super parce que c'est vrai qu'on a tendance toujours un petit peu à utiliser des mots dans notre référentiel, qui sont, pas du tout appropriés à d'autres, environnements en fait. Dans Radical Performance, il y a radical, c'est un mot qui peut faire un peu peur parfois. Radical, bah, moi tu vois, ça me fait penser à, décision radicale, ça me fait penser à des licenciements, ça me fait penser à plein de choses. Est-ce que du coup, au-delà de la taille de boîte, de la maturité de la boîte, c'est fait pour toutes les on n'a pas encore parlé de ce que c'est, hein, mais est-ce que c'est fait pour, je sais pas, tous les types de management, tous les types de culture? Est-ce qu'il faut quand même des tu vois, je pense notamment à des boîtes qui seraient très, très grosses avec, beaucoup de politique notamment. Est-ce que c'est fait pour ces boîtes-là aussi, ou pas du tout? J'aime bien la question parce que je pense tu vois, dans les très grosses boîtes, un niveau local au sein de certaines, dans l'équipe, finalement, on pourra mettre en place des choses. Mais je pense qu'on y revient si dans la culture de la boîte, dans le style de management, tu vois, par exemple, nous, on investit beaucoup pour ce cadre et où il y a le management à la base. Et par exemple, tu vois, quand je disais, c'est pas qu'un travail product, on travaille aussi vraiment étroitement avec la team people. C'est vraiment quelque chose en co-construit. C'est pas juste, on est dans notre coin et voilà. Et donc, on y revient. Dans n'importe quelle boîte, s'il y a pas un minimum ça dans le cadre, la culture, tu pourras pas vraiment faire beaucoup. Voilà, on va le dire comme OK. ça. Eh ben, écoute, je te propose qu'on rentre dedans. Peut-être que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est déjà, la genèse du truc, d'où ça devient. Enfin, je veux bien que tu nous racontes un peu, ouais, le contexte et que tu nous fasses rentrer un petit peu dans les grands piliers de cette, philo. Ça marche. Bah, je crois que moi, à la base, il y a un point de départ qui est assez simple, c'est que j'ai un problème avec l'expression équilibre pro-perso. Parce que déjà, ce mot équilibre, il fait qu'il y a une espèce d'opposition entre le pro et le perso, qui déjà dans notre milieu m'embête. Et si tu généralises un petit peu, bah, finalement, on oppose un peu bien-être et performance. C'est un peu comme ça que je le vois. Et je m'étais fait un peu une idée en regardant un peu, tu vois, on est dans une bulle où il y a un peu deux types d'entreprises dans leur communication, il y a un peu d'un côté le camp de la performance, où tu as des boîtes qui vont t'expliquer comment faire de la haute performance, mais qui soit parlent pas de bien-être, soit alors l'évoquent pour dire bon, comment on évite les burn-out ou comment on fait en sorte que les gens se barrent pas, quoi. Et à l'inverse, du coup, le camp du bien-être, tu vois, ce côté où le travail serait une contrainte, ou qu'il faudrait compenser, une surcharge, tu vois, qu'il faudrait gérer, mais parce que finalement, la vraie vie, elle a lieu en dehors du boulot, tu vois. Et donc, c'est ça. Si on revient à cette conviction de base qu'on a il y a un cercle vertueux possible entre bien-être et performance, c'est tout simplement parce que nous, on voit le bien-être comme une source de performance, comme un moteur de performance. Et à l'inverse, on voit la performance comme quelque chose qui peut nourrir le bien-être, bah, tout simplement parce que quand tu as un job où tu te sens utile, impactant, que tu es fier de toi, que tu as du sens dans ce que tu fais, que tu progresses, bah, ça alimente ton bien-être. Est-ce que ça veut dire sur une boîte, par exemple, qui a, donc beaucoup tiens, tu vois, prenons une boîte, le cas d'une boîte qui a, des objectifs qui sont très ambitieux parce que, bah, ces objectifs sont poussés par les investisseurs, que sais-je, mais qu'en fait, ils ont les mêmes ressources pour le faire, d'une année sur l'autre. Est-ce que ça veut dire que si cette boîte veut appliquer, cette philosophie, elle va devoir revoir à la baisse ses objectifs,
Ou est-ce que plutôt la philosophie a travaillé sur comment on fait avec les ressources qu'on a pour aller chercher ces objectifs, tout en gardant en tête qu'il faut respecter le bien-être de tout le monde? Alors tu vois, j'aime bien ta question parce qu'on n'a pas d'investo, mais par exemple, on est hyper exigeant avec nos objectifs. Et on a eu beaucoup de bonnes conversations, c'est un peu un des mots-clés derrière Radical Performance. On a eu beaucoup de bonnes conversations pour se dire, non, justement, quand il y a avec le scale, il y a des changements à apporter, mais il ne s'agit pas de réduire les objectifs. Il ne s'agit pas de réduire l'ambition. Il s'agit de mettre en place un cadre qui permette justement de manière la plus efficace possible d'atteindre nos super objectifs. Ok, super clair. Bon, écoute, moi j'ai hâte de savoir un petit peu, parce que là, forcément, on est en train de dire que globalement, avec n'importe quel objectif, on peut amener du bien-être dans les boîtes. Comment tu fais ça? Ça se décompose comment l'histoire? Ça marche. J'aime bien un peu commencer par les fondations finalement qu'il y a derrière. On a 5 fondations qui sont vraiment les 5 piliers qui donnent un peu la philo générale de cette méthode, hein. La première, si tu veux, c'est que déjà pour aligner tout le monde, il faut une définition simple de ce qu'est la performance. Et nous, on aime bien une formule simple qui est basée sur 3 ingrédients qui vont surprendre personne, je pense. C'est vitesse, qualité et impact. Bon, Donc juste pour clair. expliquer un peu le truc. Et il y a un ordre, c'est important. Et déjà, quand je dis ça, ça génère en général les bonnes conversations. Ah, vous mettez la vitesse en premier, pourquoi? Ça veut dire que la qualité, c'est... Voilà. Et donc, pourquoi la vitesse? C'est quelque chose d'assez classique en scale-up. On évolue dans un environnement incertain, tout peut changer demain. Une boîte qui coule, un nouvel acteur qui prend une place énorme, des nouvelles lois, n'importe quoi. Et donc, il faut aller vite pour apprendre vite, tout simplement. C'est ça le truc qui est derrière. Et donc, la question derrière, c'est comment on fait pour avancer le plus vite possible. Du coup, justement, quand on arrive au deuxième ingrédient, si on va très vite, on peut se dire, oui, mais on a un gros risque de casser la prod, etc. On a quand même une prod avec des millions de clients, on imprime des centaines de millions de photos dans l'année. Donc oui, il y a un vrai risque qui coûte si on pète la prod. Donc de baisser la qualité, in fine. Exactement. Et donc nous, justement, quand on parle qualité, on veut pas juste éviter de casser la prod, on veut fournir une expérience client qui soit remarquable. Et donc, la question derrière, c'est comment on fait pour avancer vite sans sacrifier l'expérience client, la fiabilité de l'app et la maintenabilité aussi de l'app. Et du coup, le troisième, c'est l'impact. Alors, ce qu'on appelle l'impact chez nous, c'est l'alignement avec les enjeux. Parce qu'on s'était aperçu d'un truc assez magique, c'est d'abord avec les premières phases de scale, on s'était mis à aller vite, mais on avait perdu en qualité. Donc on a remis des efforts là-dessus. Et à un moment donné, on a vu des trucs assez fous du genre, on a avancé, on a shippé des trucs incroyables, vitesse, qualité, top, mais en fait, on ne savait pas expliquer pourquoi on l'avait fait, et c'était pas vraiment aligné avec les enjeux. Parce que finalement, on s'était pas posé pour vraiment se dire, non, il faut vraiment veiller à identifier et prioriser les sujets sur lesquels on veut vraiment travailler. Parce que quand tu as des gens qui ont des super idées, on est embarqué, on le fait. Et donc c'est pour ça qu'on a rajouté cet ingrédient, pour vraiment être sûr qu'on aille vraiment dans le sens de nos gros objectifs, justement. Hyper clair. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que hors Radical Performance, c'est un truc que tu vois avec notre boîte Stellar où vitesse, qualité et impact business, je sais pas si toi c'est impact business, t'as dit impact, donc on va voir ce qu'on met dedans. C'est un truc qu'on regarde beaucoup. C'est un peu un casse-tête et tu as beaucoup de boîtes qui vont dire, en fait, effectivement, si tu appuies sur l'un, ça dégrade l'autre et en fait, il faut être OK avec ça. Là-dedans, j'entends pas le sujet bien-être. J'entends que des variables qui sont des métriques finalement de fonctionnement, de productivité, des métriques comment dire, de performance commerciale. Est-ce que ça vient après? Bon, j'imagine que tu vas pas m'oublier Je pense là-dessus. je pense que la notion de bien-être apparaît à peu près à la 3e fondation, je crois. Ok, donc C'est un on peu reste sur ça. la première. En fait, c'est surtout histoire de, tu vois, par exemple, cette première fondation de définition de la performance, elle est importante pour guider la suite. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, chez nous, par exemple, on a eu beaucoup et on a encore beaucoup de bonnes conversations avec les nouveaux qui débarquent, qui nous disent, mais la qualité, ça devrait être en numéro 1, etc. Et en fait, moi, j'ai un peu l'impression, alors moi, je viens de la tech à la base, hein, je suis tombé Ouais. dedans quand j'étais petit et je suis rentré dans le produit avec l'arrivée de l'iPhone. Et donc, ce que je veux dire, c'est que on voit pas, comme c'est le cas à plein d'endroits, la qualité comme quelque chose d'absolu. La qualité, c'est un compromis, c'est quelque chose de pragmatique par rapport à des objectifs et des contraintes. Et donc, chez nous, la vitesse, c'est clé. On veut mettre en prod tel truc, que ce soit de la discovery, de la delivery, avec tels objectifs business derrière, parce que oui, l'impact chez nous, c'est business. Alors, business direct, hein, par exemple, sur augmenter un panier moyen, ou business indirect sur la satisfaction client, tout simplement. Et donc, derrière, c'est forcément une histoire de compromis pragmatique
Et ça ne veut pas dire que le compromis, il est genre un niveau de standard pas élevé, hein. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec ça, ces 3 variables-là? Il y a des discussions en interne qui sont menées. D'ailleurs, concrètement, c'est quoi? C'est que, on l'a pas dit, mais toi, tu es membre du COMEX chez Epitarine? Ouais. Ouais. Donc, tu es au COMEX, cette initiative, elle est poussée par quelqu'un du COMEX qui est François. Est-ce que d'ailleurs, n'importe qui, je sais pas, un PM ou une PM opérationnelle qui écoute ce podcast, qui a envie d'appliquer ça dans sa boîte, tu penses que c'est facile pour elle de le faire ou il faut que ça parte du COMEX absolument, ce truc? Hmm. Pas évident, hein? J'ai quand même vu des boîtes où ils arrivent à lancer des initiatives comme ça sur des petites, tu sais, des petites Au cellules sein un de peu l'équipe plus ou et moins tout. Bah ouais, officielles. Ouais, ouais. bien sûr, bien Je sûr. pense qu'il y a un 0-1 qui est vraiment faisable au niveau d'une squad, Ouais. dans n'importe quelle boîte produit qui tourne avec squad. Tout ce qu'on va raconter là, qu'on est en train de raconter, elle peut l'appliquer sur une squad de manière isolée pour tester, hein. Ouais. Donc Je cette pense étape vraiment que 1, ça. excuse-moi de t'avoir coupé. Cette étape 1 sur les 3 variables, vitesse, qualité, impact, t'en fais quoi concrètement? Une fois qu'on a défini le Bah truc? justement, Ouais. ça nous amène, tu vois, à la deuxième fondation. C'est Allez, qu'on c'est se dit parti. maintenant que c'est ça la performance chez nous. On a 3 ingrédients. Bah, un réflexe pourrait dire, si on veut augmenter la performance, ça serait de chercher à booster chacun de ces 3 ingrédients. Et moi, je préfère une approche inversée qui est plus concrète pour moi, qui consiste à dire, c'est quoi qui freine ces 3 ingrédients? Qu'est-ce qui freine la qualité? Qu'est-ce qui freine la vitesse, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle des frictions chez nous. Et par exemple, classique, hein, c'est le dev qui râle sur les specs du designer où il manque un truc, où il y a une petite imprécision. Le PM qui râle parce que le marketing a encore changé le brief, etc., etc. Et en fait, ces exemples, c'est ce qu'on appelle chez nous des frictions collectives parce qu'elles impliquent plusieurs personnes, des interactions entre plusieurs personnes. Et celles-là, en fait, elles sont faciles. Elles sont faciles à repérer, elles sont faciles à traiter. Pourquoi? Parce que les gens râlent. Donc, tu vois, celles-là, on les traite naturellement, en gros. Et c'est là où, justement, nous, on préfère, et ça nous amène à notre troisième fondation, on a un intérêt particulier pour les frictions individuelles. Donc, celles que tu as avec toi-même. Donc, c'est celles qui vont faire, tu vas te brider, te saboter, ou même parfois, tout seul, sans en parler à personne dans la boîte. Bon, pour donner quelques exemples un peu agressifs, c'est tu viens le lundi matin, tu as une boule au ventre, quelle que soit la raison, mais tu vas pas oser en parler. C'est tu dois faire une présentation dans toute la boîte, bah, tu stresses, c'est normal. Tu as un feedback difficile à faire à un collègue, bah, tu as un peu peur, c'est normal. Ou alors tout simplement, tes galères perso, parce que chez Pitarim, on pense vraiment à les galères perso, ça fait partie de la vie, et on incite les gens à en parler. Pas forcément, tu vois, ce côté raconter tous les détails. Bien Des sûr, fois, on ouais. dit juste, dis-moi juste, sache qu'en ce moment, côté perso, c'est pas ouf. Ça Ouais. suffit déjà pour pouvoir s'organiser autour, parce Mmh. que sinon, ça devient un cercle vicieux, justement, qui est pas bon. Et justement, tu vois, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, c'est vraiment à cet endroit-là que cette conviction du cercle vertueux entre bien-être et performance, elle se joue. Parce que pour nous, le bien-être, c'est pas juste une histoire, tu vois, de baby-foot, de fruits bio et compagnie. Le bien-être pour nous, c'est créer un cadre dans lequel les gens se sentent en sécurité psychologique pour parler de ces difficultés, pour Mmh. parler de ces frictions qu'ils ont avec eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quand tu mets les moyens pour ça, et que tu mets aussi des moyens pour que les gens dépassent ces frictions-là, il y a un truc qui est magique qui se passe, c'est que les gens, ils prennent plaisir, ils prennent confiance, et du coup, ils libèrent leur plein potentiel, et du coup, la performance, elle augmente. C'est ça qui Mmh. est génial dans l'histoire. Le fait que la performance augmente, c'est quoi? C'est que tu leur montres que tu es ouvert à inclure leur vie perso quelque part, les aléas de la vie perso dans, hem, comment dire ça? Dans la vie professionnelle finalement, je sais pas comment le dire autrement. Ou est-ce que c'est parce que tu te dis qu'en fait vous mettez une démarche en place qui oui prend la performance, en compte, donc la performance individuelle. Hem, ouais, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui fait que les gens se sentent, tu vois, impliqués là-dedans et se disent qu'en fait ça va mieux. Parce que in fine à nouveau, je reviens sur une question, il faut faire de la performance. Donc quand tu as quelqu'un qui est pas bien, concrètement, tu as pris l'exemple tout à l'heure de, il y a une guerre perso, c'est compliqué, je la communique, ça va pas trop. Qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Qu'est-ce que dit cette, Alors, méthode? en gros, ce qui se passe, c'est que le scénario par défaut où la personne n'en parle pas, on va garder une exigence qui, du coup, va être mal placée. OK. Pourquoi la personne va moins performer? Parce que, en gros, plus tu as des emmerdes perso, il y a une espèce de truc de tu peux pas performer autant que d'habitude, c'est pas possible. Ou en tout cas, ou alors tu vas y cramer une énergie et ça te met dans un cercle vicieux qui est pas bon. Tu vas être moins bon au boulot et moins bon dans la résolution de tes galères perso. Ouais. À l'inverse, si juste mentionner, sache que j'ai des trucs perso, alors en fonction de la relation manager-manager, on peut donner tous les détails, comme juste dire j'ai des problèmes perso. Bah, ok, on peut avoir une discussion sur qu'est-ce qui te prend de l'énergie en ce moment, qu'est-ce qui te met de la pression au taf, là où tu prends du kiff, pour peut-être voir si on peut aligner selon ce dont la boîte a besoin et ce genre d'envie ou de contrainte. C'est OK. vraiment, on s'organise pour faire intelligent autour.
J'interromps cet épisode 30 secondes pour te présenter Stellar, l'entreprise derrière ce podcast. Chez Stellar, on aide les dirigeants de boîtes tech à transformer leurs produits en vrai levier de croissance. Car on ne considère pas le product comme une dépense, mais comme un générateur de revenus, tout comme le marketing ou les sales. Pour faire ça, on a réuni 30 CPO et CTO qui ont fait le succès des plus belles boîtes tech, comme Zenly, Photoroom ou YouSign. Et on a accompagné plus de 70 clients comme TimeLeft, Joko et Phoenix. Donc si ton organisation produit ne participe pas encore à la croissance de ta boîte, on t'offre un audit de 30 minutes pour comprendre pourquoi. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Allez, on retourne à l'épisode. Ouais. Et pareil, concrètement, est-ce que ça vient avoir un impact sur, par exemple, les revenus performance annuels, ou en gros, comment ça se décline dans le management opérationnel, tu vois, dans chaque équipe? J'imagine que si à cette écoute, elle se fait aussi au niveau je sais pas, Peter, ça fait combien de personnes, une centaine de personnes à peu près? Alors aujourd'hui, parce que ça bouge pas mal, on est 102 maintenant. Ouais. Et on a une quinzaine de personnes qui arrivent là d'ici 2 mois. Voilà, donc 115 personnes. Donc, quand même, vous avez un petit peu de mid management maintenant, j'imagine. Il y a des managers intermédiaires. Pour qu'on comprenne concrètement comment cette philosophie elle se décline opérationnellement, tu disais donc il y avait tu vois, cette mise en place d'une écoute un peu continue, notamment perso chez les gens. Est-ce que cette écoute, elle se fait de manière annuelle, par exemple, avec les fameuses, comment tu dis, revues de performance individuelles, ou est-ce qu'elle se fait en fait en continu et dans ce cas, il y a des rituels? Enfin, comment tu l'organises ça? Ok. Alors tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est là où vraiment c'est important que le management et la culture de la boîte soient au cœur du truc. Et tu vois, tout à l'heure tu m'as dit, bah, comme on vient de passer à 100, peut-être qu'on vient d'introduire le middle management. Et en fait, on se surprend souvent quand on en parle, mais on a structuré le management très tôt. Dès la toute première phase de petit scale qu'on avait eu, autour d'une 15-20 personnes, on a introduit le middle management. Et c'est d'ailleurs là qu'on avait formalisé pour la toute première fois de l'histoire de Pictarine des principes. Parce qu'on avait vu qu'on avait mal transmis des choses. Ok. Et en fait, donc c'est déjà dans la culture managériale, bien avant la formalisation finalement de la méthode radicale performance, cette histoire de le manager, il faut faire attention au bien-être, et pas juste parce qu'on veut faire attention aux gens, mais parce que c'est pragmatique. Quelqu'un qui va pas bien et tu vois, on parlait des galères perso, mais même ton stress pour ta présentation publique ou le feedback à faire à un collègue, si tu le fais bas, bah, on rate des bonnes conversations, la performance va être moins bonne en fait. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est ce truc de... nous, on s'appuie beaucoup sur les rituels là-dessus. Et notamment, il y a les one-on-one, manager-manager, c'est chaque semaine et c'est obligatoire. On ne les saute pas, sinon il y a un problème. Il y a des templates, on a des structures pour ça. Et on forme tous les gens qui nous rejoignent, même managers aguerris, sont formés à c'est quoi être manager à la façon de Pictarine. Il y a une douzaine de sessions. Pour que justement, ce cadre il soit clair. Ok. Donc, je comprends qu'ils ont des scripts, tout est bien cadré, c'est documenté. Est-ce qu'il y a des choses dans cette documentation que tu peux nous partager à l'oral, que d'autres pourraient reproduire pour nous montrer un petit peu comment c'est fait? Je sais pas, des principes, tu vois, des choses que tu trouves être importantes, que tu voudrais partager ici? Alors, je pense qu'on pourrait consacrer un épisode ou deux Entier, entiers j'imagine. là. Mais je sais qu'il y a des principes que Euh, tu avais en tête, que tu voulais peut-être ouais. énumérer là-dessus et qu'on peut peut-être aborder maintenant. Alors là, effectivement, on a les principes de la méthode radicale performance, mais la question que tu m'amenais plus sur les fondamentaux du management dans le management Pictarine, évidemment, qui se distille dans Radical Performance. Mais là, ici, tu vois, nous, on a un peu une bible chez nous qui est Radical Candor, un bouquin qui amène pas mal de choses dans la culture managériale Pictarine, justement, qui déjà donne pas mal d'outils qu'on a pas mal repris, hein, sur comment mener un one-on-one, comment aborder les bonnes conversations pour justement qu'on parle des bonnes choses avec son manager, quoi. Ok, cool. Peut-être que tu veux parler des principes du coup ou Bah, en tout cas, juste peut-être pour que ça aidera à un peu cadrer les principes, c'est juste un petit mot sur les 2 dernières Ouais, fondations. carrément. C'est qu'en fait, justement, on le disait, c'est que pour créer ce cadre, où les gens, ils osent parler de leurs difficultés, mais aussi, puissent les dépasser, bah, ça demande des moyens. Et c'est là où c'est important. C'est là où, le management, et pourquoi pas la direction doivent, jouer un rôle important. Et l'idée derrière ça, c'est quoi? C'est comment on prend soin des gens, tout en leur donnant les moyens de progresser en autonomie. Et là-dessus, ce qui est très, très important, je pense, comme prérequis à cette méthode, c'est que ça demande que les gens soient en capacité et en volonté de travailler sur eux. C'est-à-dire que nous, on a vraiment cette conviction, avec le scale, tu prends des responsabilités et à un moment donné, tu es confronté à tes trucs, quoi, à tes frictions de plus en plus sur, tes peurs, tes limites. Et donc, c'est comment on fait pour mettre en place un cadre dans lequel les gens osent se confronter sainement, c'est important, hein, à leurs peurs ou à leurs limites. Et justement,
Le résultat pour ceux qui jouent le jeu, c'est justement ce cercle vertueux à ce moment-là entre bien-être et performance. Et comment tu fais ça? Parce que on dirait quasiment de la psychologie à ce stade. En fait, ce qui est intéressant, c'est justement, on retrouve dans les fondamentaux de Radical Candor, hein, c'est ce côté, tu vois, elle commence son bouquin en expliquant un manager, il a l'impression d'être babysitter ou psychologue. Et en fait, non, il y a une partie, il y a des limites, mais il y a des parties de faut s'intéresser pleinement à la personne, sans être psy et sans être thérapeute ou etc. Mais il faut s'intéresser pleinement à la personne. Sinon, on revient à ce truc de on rate des informations importantes pour bien bosser ensemble. Est-ce que ça veut dire que tous les collaborateurs de Pictarine doivent lire ce bouquin, Radical Candor? Alors, c'est obligatoire pour les managers. Et après, on a pas mal de gens, quand ils sont lead ou seniors, on les incite pas mal à aller jeter un œil. Ok, Et très on a clair. d'autres bouquins aussi, en vrai, dans la Bible, mais c'est vraiment celle-là à la base. Et, et tu vois, justement, et c'est ça notre dernière fondation, c'est que tout ça, ça a des effets bénéfiques, pas qu'au boulot. Parce que quand tu apprends à gérer une conversation difficile au travail ou à faire un feedback difficile, oui, tu as plus d'impact au boulot, mais ça Faut faire marche ça mieux à la aussi, hein. maison aussi, Bah, bien sûr. en couple ou en famille. Ouais. Euh, et c'est pour ça, vraiment, un truc qui nous rend fiers là-dessus, c'est qu'on a vraiment la conviction que chez Pitarim, on ne devient pas juste une meilleure personne au travail, on devient une meilleure personne dans l'absolu. Hmm. Est-ce que tu as fait face à des gens avant qu'on arrive sur les principes, les fameux que tu voulais exposer? Je crois qu'il y en a plus ou moins une dizaine de mémoire que tu voulais dérouler. Euh, Est-ce que tu as fait face à des comportements, quand tu es une boîte de 100 personnes, de gens, tu vois, quand tu as amené la méthodologie, qui t'ont dit moi, ce truc, ça me parle pas, ou je vois pas trop, ou j'ai pas envie, en fait, qu'on me montre un peu comment faire pour que j'aille dans le perso. Tu vois, tu as des gens qui peuvent réagir comme ça. En plus, je trouve pas ça forcément mal. C'est juste que tu as des perceptions différentes, des personnalités différentes. Des gens un petit peu moins malléables au boulot, qui ont moins envie de se faire dicter la vie au boulot, tu vois. Ouais, Est-ce que c'est arrivé ou pas? ouais, à plus ou moins grande intensité. Et en fait, bon, ici, il faudrait distinguer un peu les différents cas. Tu vois, quelqu'un qui vient de rejoindre la boîte, qu'on ne connaît pas, de quelqu'un qui est dans la boîte depuis des années, mais qui traverse une phase pas simple, pro ou perso, ou tout simplement, de manière générale, quand on a lancé les principes, il y a eu plein de réactions du genre, celui-là, il me parle pas, ou celui-là, je pense que je suis ouf. Et quand on creuse, en fait, ah non, en fait, j'ai plein de trucs faut que je peux faire mieux. Ou à l'inverse, non, celui-là, vraiment, c'est celui-là sur lequel je suis mauvais et il faut que je me mette en mouvement là-dessus. Et du coup, on revient. C'est ça qui est génial, c'est que c'est générateur de bonnes conversations. C'est vraiment, tu vois, c'est une expression que j'ai dû utiliser 4 fois, je pense, là. Mais en fait, on a réalisé, grâce à tout ça, on a eu beaucoup plus de bonnes conversations qu'on n'avait pas du tout avant et qu'on, juste ça, amené vraiment des meilleures décisions, plus d'impact. Et donc, c'est ça qui est génial. Trop bien. Écoute, je te propose qu'on descende sur eux, les fameux principes qu'on devait exposer, qui sont un peu les. Je sais pas si c'est le pilier central de la méthodologie, mais je pense que les gens vont comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. On commence par le premier. Tu les connais par cœur? Ça marche. À peu près à force, hein. Tu m'étonnes. Déjà, pour commencer, en fait, il y en a 11 et il y a un premier paquet de 9 qui sont au service de la performance collective. Ces 9-là, on les a répartis en 3 catégories. Donc, je vais commencer par la première. Il y a donc 3 principes autour de la décision. Le premier, on l'aime bien, c'est un peu celui qui bouscule le plus les gens qui arrivent chez nous. Il dit « j'agis ». Alors, ça veut dire quoi? J'agis, c'est j'agis, mais je n'attends pas la prochaine réunion, la validation du chef ou 3% de data en plus. Ce qui est un truc où souvent, tous ceux qui nous rejoignent, venant d'autres cultures de boîte, c'est bon, on fait ça, attends, le chef il revient mardi, on va. Non, on y va en fait. Et il y a un exemple qu'on adore là-dessus parce qu'il est un peu provoque. Si on peut mettre en prendre un vendredi, on met en prendre un vendredi. Pourquoi perdre 3 jours de mesure de data, où en Ouais. plus le week-end chez nous ça commande plus que le reste de la semaine, Eh ouais. c'est con. Et donc évidemment, on fait attention en fonction. On a aussi tout un cadre pour le monitoring, l'alerting, etc. Et des bons outils pour ça. Mais c'est un principe général. Voilà. Si on peut éviter de perdre du temps, et tu vois, tu citais le mot radical, on est au cœur de la radicalité. La radicalité, chez nous, c'est ça. Et je suis obligé de faire un petit ping ici à Rémi Guyot parce qu'il nous accompagne pas mal et on se connaît depuis quelques années maintenant. C'est lui, il y a des années, quand je lui expliquais ce concept de comment on cherche un mot idéal qui est pour aller vite, éviter des obstacles, prendre des raccourcis. Et lui, il m'avait donné ce mot de radicalité. Et donc, c'est comme ça qu'il est arrivé chez Pictarine. Et donc, c'est vraiment ça, quoi. Comment prendre des raccourcis. Et sauf que pour que ça marche, il y a une idée derrière qui est très importante. C'est que quand j'agis, je le communique.
Ça permet aux collègues soit de challenger la décision, soit de l'améliorer, soit de donner des choses qui vont faciliter. Voilà, tout simplement. Alors, j'adore moi cette notion. D'ailleurs, petit ping à Rémi et gros coucou. Et il est venu sur le podcast aussi pour les gens qui veulent l'écouter. C'est l'ancien CPO de Blablacar qui est notamment un des fondateurs maintenant d'une boîte qui s'appelle. Je crois que c'est Discovery Discipline, mais ils sont partis sur un truc qui s'appelle AI Discipline maintenant. AI Je discipline. ne connais pas par cœur, mais avec Tristan, que j'ai aussi eu sur le podcast, sur VIA. Bref, donc ce premier principe, et on va pas le faire sur les 9 parce que ça risque d'être très long si je te pose la question à chaque fois, mais comment tu l'appliques concrètement maintenant que tu m'as donné l'exemple qui est très bon, hein, de dire on ship le plus vite possible sans attendre de valider 15 fois, etc. Notamment parce que tu gagnes 2 jours et en fait, ce type de décision qui se reproduit fois 10 000 dans l'année, on imagine le temps gagné, plus la mesure derrière, plus le chiffre d'affaires, plus etc. Comment tu la diffuses ensuite dans la boîte pour des gens qui viennent d'arriver ou des gens qui sont là depuis longtemps? Comment tu fais changer les habitudes, quoi, tu vois, de quelqu'un qui est là depuis 5 ans chez Pictarine et qui se dit à chaque fois, bah non, il faut attendre le chef, quoi. Bah, tu vois, il y a un principe très simple et qui a marché vraiment de ouf chez nous, c'est le feedback. Au début, les PM étaient vraiment ceux qui ont incarné ce truc-là, et c'est eux qui faisaient des feedbacks alors aux membres des squads. Et je le précise, chez nous, les membres des squads, il y a plein de domaines, hein. C'est des devs, des designers, user research, marketing, partenariat, voilà. Et en fait, dans un deuxième temps, ce qui s'est passé, c'est que c'est les membres des squads entre eux qui se faisaient les feedbacks. Et c'était un plaisir pour moi de voir ça, en mode, attends, principe numéro 3, là, c'est pas bon. Ah ouais, t'as raison, du coup, on fait mieux. Et c'est là aussi où tu vois, tu détectes les principes qu'il fallait encore un peu améliorer, parce que pas trop utilisés, ou à l'inverse, qui deviennent, au bout d'un moment, les gens ne mettent même plus les numéros. Et ils citent même plus les principes, ils font les feedbacks parce que c'est devenu naturel, quoi. Ça veut dire que tu as des gens dans la boîte qui sont un peu sponsors de ces principes, qui sont convaincus, embarqués, qui embarquent les autres? Ou c'est toi qui as poussé à ce qu'il y ait tu vois, un peu des leaders qui appliquent la philosophie en interne? Alors, il y a 2 types de sponsors. Donc déjà, il y a les PM, mais il y a aussi, tu vois, moi, quand on l'avait annoncé, on avait d'abord pris les leads et les managers chez nous pour les onboarder là-dessus. Et en fait, ça peut aussi, je pense que ça peut répondre à ton envie d'aller sur le comment on démarre avec ça. Les managers, ce qu'on avait fait, c'était une fois qu'on avait la liste des principes, il y avait un peu 2 façons de démarrer. C'était, soit, les managers, ils viennent en disant: «Bah, c'est vraiment ce principe-là où je suis à la rue, il faut faire mieux», et donc ensemble, ils définissent des actions. Soit c'était une évaluation croisée. C'est-à-dire, sur les 11 principes, je m'évalue, mon manager m'évalue et ensuite on discute, voir l'alignement. Donc c'est génial, pareil, ça génère des super conversations et ensemble, on décide, par lequel on commence ou qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer ça. Donc il y a vraiment un travail, d'un côté les PM dans les squads, mais aussi les managers, soit pour les gens dans les squads, soit même en dehors des squads. Là, tu as dit PM et donc je fais référence à ma question du début, comme quoi la Radica Performance n'était pas qu'une philosophie qui s'appliquait que dans le produit. C'est pareil côté, alors vous, sales, vous n'avez pas si vous avez du partnership, je crois. Vous avez plutôt du Ouais, marketing, c'est ça. j'imagine, comme vous êtes sur un modèle plutôt B2C, si je me souviens C'est ça. bien. Est-ce que du coup, ça s'applique dans les autres départements de Pictarine, les autres métiers? Carrément. Et Ouais. c'est génial parce que je pense que, par exemple, le meilleur exemple que je peux donner, et tu pourrais en faire un épisode à part entière aussi, c'est Barbara, notre CFO, côté Ouais. finance. Elle a aussi sa vision de la finance radicale. Quand elle en Stylé. parle aux autres CFO, ça en fait halluciner plus d'un. Ouais. Donc, premier principe sur lequel on a pris un peu de temps pour dégrossir, pour que les gens comprennent bien, c'est j'agis très vite sans avoir besoin de 15 validations. Ça s'appelle j'agis. C'est quoi le deuxième principe si tu as bien sûr rien d'autre à dire là-dessus? Oh, j'aurais toujours plein de trucs à dire, mais pour avancer, le deuxième, c'est je garantis la cadence. Et pour ça, on aime bien utiliser deux principes très simples en dessous. Le premier, c'est je garantis la cadence avec des deadlines. Ça paraît évident, hein, mais quand on s'engage sur des deadlines et qu'on les tient, il y a un truc qui est chouette, c'est qu'on rayonne et c'est contagieux. Malheureusement, l'inverse est vrai aussi. Et donc, c'est important. Voilà. Les gens ne se rendent pas compte. Quand on donne des deadlines et qu'on ne les tient pas, ça tire la boîte vers le bas. Ça ne donne pas un bon exemple que les gens vont suivre plus ou moins malgré eux. Ou alors, au pire, ça génère des asymétries dans l'exigence, quoi. On se dit, nous, on s'est donné du mal pour être dans les temps, mais à côté, ils sont en retard. Enfin, comment ça se passe? Donc, non. Donc, on s'engage sur les deadlines et on les tient. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Mais par contre, on a le droit de se gourer, évidemment. Et donc, deuxième idée derrière ça, c'est on pose des milestones intermédiaires parce que des fois, et même souvent, on a des risques, on a des inconnus. Et donc, en posant des bons jalons, on peut très vite détecter si on est dans la bonne direction, à la bonne vitesse.
Et si c'est pas le cas, parce qu'on s'est gouré dans le chiffrage, parce qu'on s'est gouré dans les protos de faisabilité, bah c'est pas grave, on réajuste. Comme on dit chez nous, tu vois, il y a vraiment ce truc, on n'en veut jamais un dev qui dit bah, je suis en retard, du moment qu'il nous le dit tôt, Qui dès donne de la qu'il est visibilité. au plus tôt. C'est, tu vois, si après un chantier de 3 semaines de dev, tu dis j'en ai pour 2 semaines de plus, c'est pas bon. Par Ouais. contre, c'est, on a formalisé un jalon intermédiaire au bout de 5 jours, on est dans les clous ou pas, bah, on a le temps de réagir et voilà quoi. Donc, ça veut dire que vous avez des deadlines dans votre roadmap produit? Alors, on aime bien, si tu veux, fonctionner sur un truc de plusieurs phases d'abord macro-chiffrage et ensuite de chiffrage affiné Mmh. au fur et à mesure pour essayer de perdre le moins de temps possible. Mais il y a ce truc où on essaie comment dire, de favoriser l'alignement et les bonnes discussions entre tout le monde pour être sûr que justement, il y ait moins de mauvaises surprises tardives, quoi. Donc, si je comprends bien, sur ce deuxième principe de la philosophie Radical Performance, il y a un sujet de deadline. Est-ce que ça veut dire que dans la façon dont vous développez votre produit, donc je parle là de process de développement produit avec l'équipe produit, et engineering, est-ce que ça veut dire que vous mettez des deadlines sur votre roadmap, par exemple, si vous utilisez une roadmap? Souvent, on a un objectif par rapport à l'impact business qu'on veut avoir. Déjà, on a des fois on a un business qui est très saisonnier. Tu vois, bah, là, dans 3 jours, la montée annuelle de Noël démarre. On le sait, c'est toujours autour du 7 décembre que ça commence. Et donc, on veut être prêt, historiquement au 30 novembre. La Saint-Valentin, la fête des mères, tout ça, tu vois? Tu peux pas te permettre d'être en retard. C'est des deadlines très fortes. Les autres, c'est plutôt, quelque chose, tu vois? C'est, Brian Chesky, il en parle très bien, c'est un peu plus du chaos artificiel sur des deadlines artificiels qu'on crée pour instiller la cadence. Et donc là, c'est, du travail ensemble, donc engineering, PM et tous les autres, ressources dans la squad pour, s'aligner sur, évidemment, des fois, on est un peu top down quand même sur, non, on aimerait aller plus vite quand même parce que, il faut qu'on aille plus vite, mais c'est un travail ensemble, quoi. OK, très clair. Est-ce que tu veux qu'on bascule au, 3e principe? Allez, le troisième, c'est je dérisque les inconnus. Et donc, on commence déjà avec des plans d'action. Ça paraît bête, mais alors une fois n'est pas coutume, parce que chez Pittarine, je suis plus connu pour citer du Airbnb, du Apple, tu vois, des choses comme ça. Là, il y a une citation de Jeff Bezos que j'aime beaucoup, le CEO d'Amazon. On voit plusieurs vidéos de lui où il explique ça. C'est qu'en fait, selon lui, le stress provient premièrement de quelque chose qu'on n'a pas complètement identifié, et deuxièmement, sur lequel on n'agit pas encore. Mmh. Et autrement dit, ça veut dire, le stress, il est là quand on ignore des choses qu'on ne devrait pas ignorer. Et ce truc-là, il a changé ma vie il y a quelques années. Et donc, depuis, on le distille à fond chez Pittarine. C'est qu'il y a une espèce de magie qui opère quand tu commences juste un plan d'action. Parce qu'à ce moment-là, juste déjà à faire le plan d'action, même pas le dérouler, hein, le stress se réduit énormément. Et donc, c'est génial. Je prends un exemple, tu vois, les jalons intermédiaires pour dérisquer les inconnus dans un chantier de dev, c'est très connu, ça marche très bien. Ouais. Et on commence, on priorise aussi. On commence par ce premier jalon parce que c'est là qu'il y a le plus gros risque. On va peut-être faire un proto de faisabilité, etc. Mais ça marche. Alors que si on fait qu'en parler sans commencer ce plan, bah, on va être que dans le ah, mais là, il y a tel inconnu, qu'est-ce qui se passe si on fait ça, etc. Et on perd du temps et on n'avance pas. Et on Mais ça, stresse. ça marche pour quelle initiative? Parce que tu fais pas des plans d'action pour des petites idées, par exemple? Tu vois, un petit test, un petit truc à tester, au produit notamment, ça vous arrive souvent d'avoir des petites initiatives, un petit truc que tu veux tester, ça prend 1 heure ou 2. Tu fais pas un plan d'action pour ça? Alors, c'est vrai qu'ici, derrière plan d'action, je pense qu'on va être sur à la fois du très tactique, sur une idée d'1 ou 2 heures, sur une idée d'une semaine, ou sur une itération d'une squad qui peut être sur une semaine ou 2. Et en fait, on peut être aussi sur du stratégique, donc plus long terme, plus macro. Tu vois, Mmh. c'est un peu ça. J'ai un peu un mot fourre-tout pour l'idée, c'est vraiment de reprendre du contrôle face à des inconnus. Tu as un exemple concret de quand tu as utilisé un plan d'action récemment? Ou enfin une équipe opérationnelle? Pas évident parce que je sais que tu dois, Hem, chapeauter plein non, d'équipes. en fait, c'est plutôt lequel je choisis tellement on en a un peu tous les OK, jours. bah, tant mieux, c'est tant mieux. Hem, non, mais attends, je réfléchis. Bah, par exemple, tu vois, on vient de lancer un nouveau produit, les photobooks. Ouais. Et on avait mis un petit peu d'intelligence artificielle sur certains trucs qui étaient nouveaux pour nous. Évidemment, des deadlines très fortes, un peu en mode top-down pour instiller la vitesse pour être prêt pour Noël. Et Cécile, notre PM, a eu des super idées pour aller encore plus loin. Mais du coup, on a été obligé tu vois, de se poser en mode: «Alors attends, tout ce qu'on voulait faire finalement, c'est pas faisable, mais on veut pas le lâcher comme ça». Et donc d'établir un plan d'action en se disant: «On se donne tant de jours
pour essayer de donner une dernière chance à cette solution idéale qui fait rêver tout le monde. Et passer cette date-là, on sait que si ça ne marche pas, on passera au plan B et on n'aura pas de regrets et on aura sécurisé la deadline principale qui est pour Noël, quoi. Ok, c'est clair. C'est marrant, dis-moi si je me trompe, mais dans les principes qu'on a évoqués pour l'instant et la philosophie derrière ça, j'ai l'impression que ça, c'est très réduire ce que je veux dire. Ça se trouve, je me gourre complet. J'ai l'impression qu'en fait, ça ressemble à la philosophie de ce que devrait être une roadmap format no next later, où tu devrais en fait tester les trucs très vite, passer à autre chose très vite, être radical en fait dans la démarche. Alors, je mets de côté le sujet, comment dire, bienveillant envers les autres et tu vois, bien-être des salariés. Ça n'a rien à voir avec la roadmap, on est vraiment pas dedans. Mais je te parle juste des principes opérationnels que tu viens d'exposer. Ça y ressemble beaucoup. Néanmoins, sur cette roadmap, pour accompagner aussi beaucoup de boîtes de notre côté et parler avec beaucoup d'entrepreneurs et d'équipes produits, ce format de roadmap, il y a beaucoup de gens qui disent l'utiliser et qui l'utilisent très mal. En réalité, qui sont encore sur la liste un peu à la papoy, mais tout dedans. Et en fait, il n'y a pas vraiment de radicalité telle qu'elle est utilisée. Mais ça me fait beaucoup penser à ça dans les principes que tu as exposés jusqu'ici. On n'est qu'au principe 4, spoiler, donc c'est pas fini. Alors, j'aime bien ce que tu amènes et en fait, je pense... En fait, il y a ce qui me gêne un peu dans le résumé que tu fais, c'est que j'ai une vision des roadmaps qui est très théorique, tu vois, très plan idéal. Ou en tout cas, j'ai vu pas mal de boîtes où ça fonctionne comme ça. Et nous, si tu veux, on généralise tellement cette notion de plan d'action, c'est même aussi pour autre chose que les roadmaps. Par exemple, tu as, j'ai eu une discussion hier avec quelqu'un qui doit préparer une présentation, il stresse. Je lui dis, commence à la préparer, tu vas voir le stress, il va se péter la gueule. Ok. Et tu te fais un petit plan d'action sur, tu vas préparer ton premier draft, telle date. Tu vas mettre la forme des slides, deuxième étape, telle date. Et des répètes en conditions réelles, troisième étape, telle date. Tu vas voir au fur et à mesure le stress, il va se péter la gueule. Et donc, c'est ça aussi. Tu vois, c'est aussi dans tes propres tâches avec toi-même. Ouais, ça, j'avais pas compris. Et c'est pour ça que cette notion de plan d'action, elle est vraiment à géométrie variable en fonction des contextes. D'accord, donc mon exemple de roadmap était réducteur. En tout cas, il réduisait à la façon de construire le produit. Toi, ce que tu me dis, c'est qu'en gros, ces principes s'appliquent aussi à ta manière personnelle de t'organiser, de travailler, de collaborer, etc. Ça s'applique à tout. Et ça, je l'avais pas en tête. Ok, très clair. Et bien, écoute, on va passer au 5e principe, si je me trompe pas. Hormis si tu as un truc à rajouter sur le 4e. Alors, déjà, on était qu'au 3e. C'est vrai? Attends, En fait, attends, ouais. je suis en train de suivre en même temps le doc parce qu'il y en a beaucoup et que je peux pas tout apprendre par cœur. Je rentre dans les détails et pour détecter les obstacles, pardon, c'est le 4e. Ah oui, effectivement, on C'est était au ça. plan d'action. Ouais, excuse-moi. Et en fait, c'est un des points qui est important aussi dans le dérisquage des inconnus, c'est ce qu'on appelle les indices de confiance. C'est que c'est un truc qu'on a introduit qui a été le plus game changer, vraiment, pour générer ces bonnes conversations. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le transmettre là. C'est que c'est en fait une discussion avec un indice de confiance, c'est de simplement te demander, d'après toi, c'est quoi le pourcentage de chances que quelque chose se produise. Et en fait, l'idée, c'est pas d'aller chercher la vérité, parce que personne l'a forcément, mais c'est plus d'aller chercher la bonne conversation et donc détecter des désalignements majeurs. Et un exemple, tu vois, que je peux citer, c'est si un dev demande à un PM les chances qu'on a que après on lance tel projet à partir de telle date, bah, si le PM il dit 95% ou 5%, le dev il va pas du tout s'organiser de la même manière dans son plan d'action justement ou dans son architecture technique tout simplement. Et ça c'est vraiment puissant. C'est juste une question à poser et vraiment c'est incroyable les bonnes conversations que ça génère. Trop bien. Écoute, hyper intéressant. Tu as bien fait de me couper pour ce 3e. Est-ce que c'est bon? Passer au 4 alors. Ça marche. Donc là on rentre dans les principes d'analyse. Ouais. Et donc le 4e, c'est je rentre dans les détails. Alors celui-là, en fait, ce que ça dit, c'est que rentrer dans les détails, c'est le seul moyen de détecter certains obstacles. Donc il y a 2 exemples que je peux citer qui sont clairs. Le premier, c'est si un PM demande à un dev d'expliquer son chiffrage. Ça, c'est quelque chose, on a régulièrement, tu vois, ceux qui débarquent dans la boîte se disent « Attends, il me fait pas confiance ». Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est que le PM, il a une vue globale que le dev n'a pas. Et donc, le PM peut détecter, tu sais quoi, ce bloc de 5 jours, on le fera plus tard ou on l'annule. Ce que le dev ne peut pas faire, parce que le dev, lui, il n'a pas cette vue globale. Donc, c'est vraiment, on y revient pour aller prendre de meilleures décisions. Et donc, bien sûr, il faut une bonne confiance dans l'équipe, parce que si c'est perçu comme un manque de confiance, ça crée des frictions. Le deuxième exemple, c'est que chez nous, dans une squad, chaque membre de la squad doit s'intéresser au sujet des autres. Il ne doit pas se cantonner à son propre métier, son propre périmètre. Pourquoi? À minima, ça évite des problèmes graves.
Un exemple que j'adore, c'est tu vois, un dev qui doit travailler sur des problématiques d'attribution, donc des installs marketing. Pour ceux à qui ça ne parle pas forcément, c'est en gros, quand quelqu'un installe l'app grâce à une campagne marketing, bah, dans l'app, on le traque pour savoir évaluer les performances des campagnes. C'est quelque chose d'assez classique. Mais en fait, la classique, c'est que les devs qui débarquent, la plupart, ils ne connaissent rien en attribution. Et donc, malgré eux, ils peuvent péter ça. Et on se retrouve avec un problème en prod très grave et qu'on peut détecter pas forcément tout de suite. Et donc, bah, juste, en gros, ce que ça veut dire, c'est que les devs chez nous qui arrivent sur ce genre de truc, ils doivent s'intéresser au marketing, en fait, de comment ça fonctionne. Et ça, on peut le généraliser à tous les domaines. Mais ça, c'était un peu un cas un peu extrême. Mais en fait, de manière générale, au quotidien, ce que ça amène, c'est tout simplement de meilleures décisions. Parce que quand on a une vue un peu plus globale que son propre périmètre, bah, on en prend de meilleures décisions. Donc, je rentre dans les détails. Ce qui est dur, c'est de savoir jusqu'où rentrer, en fait. Parce que tu peux y passer beaucoup de temps, en fait, pour détecter Tout à fait. dans les détails. Ça, c'est Tout à fait. vachement dur. Est-ce que vous avez des guidelines là-dessus ou... Je rattache pas mal à cette notion d'obsession, c'est qu'on entend souvent dans le product. Et effectivement, même le mot obsession, tu vois, on a pas mal de termes. Tu sais, on parle de radical, d'obsession. Ouais. Mais en fait, c'est un peu déjà faire un peu un 0-1, c'est pas mal. Tu vois, il n'y a pas besoin de s'intéresser à tous les détails. Si de temps en temps, tu fais un petit pas de côté et tu dis, bah tiens, toi, tu bosses sur quoi? Tu peux me montrer un peu. Ou quand tu démarres sur un chantier, tu t'assures d'une bonne conversation sur c'est quoi les risques? Parce qu'autour de la table, tu as toutes les bonnes personnes. C'est quoi les risques en tant que dev? Qu'est-ce que je peux péter? Bah, c'est bon, ça fera le taf. Ouais, très clair. 5e principe? Alors du coup, c'est je forge mes convictions. Alors, il y a tout un petit chemin en fait, c'est que l'idée de base, c'est que on fait des mesures tout le temps dans notre métier, on vient de shipper un truc, on mesure. Bon. Il y a un piège, c'est de s'arrêter à des résultats évidents ou superficiels. Un exemple qu'on aime beaucoup chez nous parce qu'il arrive très fréquemment avec les nouveaux, c'est, bah, tu vois, par exemple, je te disais, on lance un nouveau produit. Admettons, on lance des posters 24 par 36, bon, c'est des tailles américaines, pardon, mais super, la première semaine, on en vend 1000, super succès. Le piège, c'est de se dire, bah, c'est bon, on a gagné, c'est un succès. Et en fait, peut-être qu'il se vend au détriment d'un autre produit. Et là, tu creuses et tu regardes. Les tirages photo classiques 8 par 10, ils se sont pétés la gueule. Et donc, peut-être qu'au global, on y perd. Donc, c'est ça, ne pas s'arrêter à des résultats superficiels. L'étape d'après, c'est OK, j'ai fait mes mesures, je tire mes résultats et je veille à ce qu'ils ne soient pas superficiels. Mais je ne m'arrête pas là, c'est que je propose des idées pour les étapes suivantes. C'est particulièrement vrai pour les PM. Ils sont très souvent, quand ils ne le font pas, autour de la table, il y a quelqu'un qui vient les chercher au niveau COMEX, parce qu'on a des rituels PM COMEX, qui vont dire ouais, mais c'est quoi ta conviction? C'est quoi, qu'est-ce que ta recommandation pour la suite? Et là-dessus, on leur demande toujours d'insuffler leur expertise. C'est une expression qu'Alice, chez nous, qui est Growth Manager, voilà, c'est un petit ping interne parce que j'aime bien cette expression. On ne le fait pas assez. C'est je viens avec une expertise, quoi, et je la partage. Mais je cherche aussi des angles inédits pour penser un peu différemment. Et derrière, en fait, pour que tout ça, ça marche, tu vois, j'ai cité il y a 2 minutes une expression de mon pas de côté. Je me fais souvent chambrer ici chez Pictarine là-dessus parce que j'emmerde tout le monde avec ça. Mais en fait, ça demande, c'est quelque chose qui est crucial. Pour bien faire son taf, on a besoin de pas de côté pour ne pas être tout le temps pris dans la tête dans le guidon. Et il faut prendre un peu de recul, se demander un peu. Par exemple, tu vois, une question que j'aime beaucoup me poser, c'est est-ce qu'on est en train de faire les bonnes choses de la bonne façon avec les bonnes personnes? Et généralement, il y a un petit endroit, je me dis, ah, on pourrait faire mieux. Sauf que ça a l'air con, c'est facile. Mais en fait, ça demande du temps, ça demande une rigueur quand tu as un agenda bien rempli, de se dire, non, il y a un slot ou 2 dans la semaine que je vais protéger pour faire un pas de côté. Et des fois, tu peux juste changer la trajectoire d'un projet comme ça. C'est vrai que tu vois, on arrive là quasiment au 6e principe. Ce qui est dur à voir, c'est comment est-ce que vous faites pour vous répéter tous ces principes à la fois, tu vois, dans ton travail du quotidien, tu es un peu happé par, je sais pas, des initiatives sur lesquelles justement tu as un gros niveau d'obsession, tu as envie d'avancer, puis tu as juste le quotidien, notamment du PM qui est très, tu vois, qui est dur, quoi. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de décisions à prendre, beaucoup d'arbitrage à faire et tout. Comment tu y repenses tout le temps à ces principes-là? Ça paraît forcément assez théorique. Est-ce que c'est ces fameux rituels dont on a parlé avant qui permettent ça? Est-ce que c'est juste que en fait, ça s'imprime à un moment dans le cerveau des gens? Comment tu vois le truc avant de passer au 6e? Bah, tu vois, j'ai eu un exemple très, très bête il y a quelques jours avec un de mes PM. C'est bah, déjà, effectivement, les rituels marchent pour ça. La relation Bien sûr, ouais. manager-manager, elle est là pour ça, mais même les autres rituels. Mais le pas de côté, j'ai un PM il y a quelques jours qui est venu me voir. Il a fait un pas de côté. Il m'a dit sur tel principe, je suis moins bon là. Ça me fait chier.
Je viens de réaliser ça, ça m'embête. Et donc, on en parle. Et on y revient. C'est l'intérêt du pas de côté, quoi. Bon, bah écoute, top. Très clair pour moi. On arrive au 6e, si je me gourre pas. Je fais attention parce que C'est tu vas me ça. dire qu'on est qu'au 3e sinon. Alors, le 6e, c'est j'élargis mes perspectives. Alors, celui-là, il est Ouais. ultra simple, mais il est en même temps hyper puissant, mais vraiment partout. Et même chez Pitane, régulièrement, je viens me plaindre. Il n'est pas assez utilisé, quoi. C'est-à-dire que c'est plein d'outils très simples. Tu vois, je te parlais de Rémi Guyot tout à l'heure. On a fait connaissance, on avait découvert il y a quelques années qu'on avait un énorme point commun, c'est la passion pour l'écriture, et notamment, on voit tous les deux, on partage cette vision de l'écriture comme un outil incroyable de clarification de sa pensée. Tu vois, dans les pas de côté, tu écris un petit peu, c'est incroyable. Et ça, déjà, c'est un premier outil. Le deuxième, c'est lire des livres, écouter les podcasts, évidemment, clé de voûte, hein, obligé. Grosse pub. Obligé, hein. Mais c'est aussi, tu vois, aller voir un collègue pour appeler à l'aide ou tout simplement partager une idée. Nous, on a plein de super idées qui sont nées à la machine à café. Enfin, c'est con, mais nous, on y croit. Et moi, il y a un autre outil qui est le moins utilisé et qui est extrêmement puissant, c'est aller échanger avec des pairs. Par exemple, tu vois, je sais d'ailleurs, j'étais impressionné par ton documentaire ASF, là. Je me replongeais dans les rues, et c'était top. Et en plus, le montage façon j'irai dormir chez vous, là, c'était assez fou. C'est presque ça. Et en fait, tu vois, moi, depuis, je sais pas, 12 ans, chaque année, je vais à San Francisco, je profite de la conf Apple, la DubDub, pour à côté avoir des rendez-vous avec des pairs pour échanger sur mes problématiques du moment. Tu vois, tu as Romain Huet, par exemple, que tu as croisé. Je connais, ouais. On s'est vu plusieurs fois dans ce cadre-là. Trop bien. Et c'est un truc qui m'a fait grandir à une vitesse folle, Ouais, bien parce sûr. que c'est des boîtes de ouf, et voilà. Et c'est vraiment quelque chose. Alors, on n'a pas besoin d'aller à San Francisco pour échanger avec des pairs, mais juste, il y a plein de communautés qui existent. C'est facile de se mettre en relation et de juste sûr. échanger sur des problématiques communes, quoi. Mais c'est vraiment puissant pour grandir, quoi. Donc c'est ça, c'est un peu l'ADN du principe 6. Ce qui veut dire, donc tu disais, j'élargis mes perspectives, mais tu avais noté en sollicitant mes collègues, là tu es en train de dire aussi que c'est valable aussi pour de l'externe, quoi. Te confronter avec Tout à fait. l'externe. Tu vois, tu as avec toi-même, avec l'écriture pour clarifier ta pensée, Ouais. en interne avec les collègues, en externe avec les livres, podcasts, Ouais. mais aussi échanger avec des pairs. Tu pousses les gens de ton équipe à se confronter davantage à d'autres opinions. Pareil, ça vient naturellement, et puis c'est partie des principes, et ils sont évalués quelque part dessus. Je les pousse beaucoup déjà en interne, parce qu'il y a un peu ce truc de... Déjà, je pense que plus on a d'échanges entre les équipes, Ouais. entre les organes de décision, plus on crée de la complicité et donc de la simplicité. Bien sûr. Et donc, plus on facilite les bonnes conversations. Mais je le pousse aussi vers l'extérieur. Pas assez. Je suis trop gentil avec eux là-dessus. Mais ça pourrait être une de mes résolutions pour 2026. Mais ouais. C'est l'occasion de remettre un petit ping, et tu diras à toute ton équipe d'écouter le podcast à la C'est ça. 57e minute quand on enregistre. Je pense que ce 57e. sera un peu différent avec le montage, mais ok, trop cool. Et je confirme, hein, enfin, pour les gens qui écouteraient et qui osent pas forcément contacter les autres et tout, enfin, moi, c'est comme ça que je suis démarré dans cet écosystème. J'ai trouvé les gens, notamment en écosystème produit, extrêmement ouverts, hallucinants, alors que je n'ai même pas de là à la base. C'était tellement simple de parler à des gens, tu vois, de ton profil. Donc, ouais, je confirme que ça aide beaucoup et que c'est pas très compliqué à faire. Ça nécessite un petit peu de discipline et quelques messages, mais c'est pas très compliqué. 7e principe, on y est ou pas? Ouais, carrément. Alors là, on rentre dans les principes de confrontation. Le 7e principe, c'est je communique avec des visuels, de la clarté, de la concision et de l'énergie. Alors là, j'enfonce un peu une porte ouverte parce qu'on n'entend jamais personne dire le contraire. Mais en fait, l'idée de ça, c'est un peu de rappeler dans les principes, il fallait une piqûre de rappel sur la base de la communication, parce que la communication, c'est elle-même la base de la bonne conversation. Ouais. Et pour citer des exemples, tu vois, pour montrer à quel point c'est sous-utilisé ce truc-là aussi, alors qu'il paraît évident. Prends l'exemple d'une réunion. Si la première personne qui prend la parole, elle est en basse énergie, ça part mal, quoi. Ouais, Ça va pas être agréable, ça va pas être efficace. À l'inverse, tu vois, nous, on design vraiment qui parle en premier. Et en fait, ou alors, si quelqu'un doit parler en premier, qui se prépare à être en énergie, parce qu'il va instiller la bonne énergie pour la réunion. Un autre exemple, c'est tout simplement, on sait tous que quand tu présentes quelque chose, quand tu parles de quelque chose, un slide, c'est mieux pour t'accompagner, mais un slide avec des visuels, encore mieux. Mais combien de fois, même en interne, on fait régulièrement des piqûres de rappel, parce que
il y a pareil, la tête dans le guidon du quotidien, etc. Mais des fois, ça prend pas forcément plus de 3 minutes de faire ça, en fait. Et ça change tout dans la qualité de l'échange. Top. Moi, celui-là, il est très simple. Alors, je ne sais pas s'il est simple à appliquer, mais en tout cas, il est simple à expliquer. Et c'est pareil, tu as parlé d'énergie, etc. Donc, tu as le sujet clarté-concision qui est plus sur le format dans la communication. Je sais que notamment, tu vois, il y a des boîtes qui sont très fortes à l'écrit. Tu vois, je pense tout de suite à Alan, évidemment, qui conseille. Il y a Amazon également, hein, tu parlais d'Amazon tout à l'heure, qui conseille un peu des formats d'écriture, notamment et de préparation de leur rituel. Je ne sais pas si c'est encore le cas. C'est aussi des mythes, tu vois, qui ont des années maintenant. Mais tu parlais d'énergie, c'est vachement plus dur à travailler. Comment tu corriges un meeting où tu as une réunion où tu as la première personne qui arrive avec une énergie tellement basse que le reste, c'est compliqué à relever. C'est vachement dur, ça. Hein. Ouais. Pour être très honnête, pour le Et vivre moi-même en tant que fondateur de boîte, hein, ça m'arrive d'arriver sur des meetings avec mon associé ou mon équipe, je suis crevé, j'arrive avec une énergie, faut se forcer, quoi, tu vois? je pense que je vois très bien et je pense que la suite va en parler un peu, tu vois. Mmh. Bon, transition Et sur la suite alors. c'est quelque chose qu'on va retrouver, dans plusieurs principes là, distillés Vas-y, après à plusieurs let's principes. go. Ah, effectivement, le Ça 8, marche. je te laisse le dire, mais je peux comprendre le lien. Voilà. Et donc le 8, c'est j'ose exprimer mes questions, mes doutes, mes opinions. Et en fait, pareil, c'est encore un principe qui paraît très simple, mais qui est aussi incroyable. C'est que de la même manière, on réalise jamais à quel point une bonne conversation, c'est impactant. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on voit encore trop de situations où les gens restent passifs. Et je le dis même en interne, ça m'arrive régulièrement. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait présenter un truc à toute la boîte. Et à un moment donné, on me pose une question et je réponds un truc. Même moi, je me dis, putain, je suis pas clair. C'est nul ce que je viens de répondre. Sauf que, tu vois, il y avait déjà 80 personnes dans la boîte, je crois, un truc comme ça à cette époque-là. Il y a une seule personne qui est venue me voir après pour me dire, ah, j'ai pas compris ta réponse, elle me suffit pas. Et en fait, je me dis, c'est pas OK. Le niveau de jeu qu'on aimerait chez Pictarine, c'est devant tout le monde. Je sais pas, qu'on puisse même par exemple dire, t'es en langue de bois là, ou tu évites la question. Bon, je généralise parce qu'il y a plusieurs présentations, plusieurs assemblées, etc. Bien sûr. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que pour ça, il faut que les gens osent. Et un bon point de départ que j'aime bien, c'est comme ça qu'on mentalise les gens, c'est essayer de ne pas accepter un flou. Et même, tu vois, je dis souvent cette expression, pour moi, il y a un vrai super pouvoir, que plus les gens sont seniors, plus ils doivent travailler. C'est ne pas accepter l'ambiguïté, et deux, la transformer en clarté. Ça, c'est un truc qui est magique. Chez nous, on a quelqu'un qui est connu pour ça, qui est Kevin, un de nos engineering managers. Il est spécialiste pour, quand le codir ou le COMEX s'adresse à toute la boîte, poser une question qui gratte. Et on adore ça au COMEX, parce que la question, elle fait chier, mais elle est vachement importante, elle est vachement pertinente, et donc on prend du plaisir à répondre à ça, parce qu'il nous permet d'être plus clair dans toute la boîte. Mais tout le monde n'est pas comme lui à oser. Et Ouais, ça, bien sûr. c'est pour ça qu'en fait, oser ne suffit pas. Il faut quelque chose en face. Et c'est là où on arrive directement au 9e principe. Mais je ne sais pas si tu voulais déjà rebondir Ouais, sur celui-là. alors je vais juste te stopper là parce qu'il ne reste pas beaucoup de principes, mais c'est quoi une question qui gratte? Par exemple, c'est, je sais pas, on peut présenter la strat de l'année et avec, tu vois, 3 piliers, et puis quelqu'un va nous dire, mais celui-là, c'est pas un peu con de faire ça alors que Ouais, on ok. avait prévu de faire ça? Donc c'est une Tu remise vois, en un peu comme question ça. sur un truc en plus qui a été beaucoup C'est ça, travaillé. Ok, je c'est comprends. ça. Je comprends. Et ça fait chier parce que tu as bossé beaucoup dessus, pardon pour la vulgarité. Et puis certains ont des Alors, convictions assez fortes et en fait, toi, ça te paraît pas. Ouais, ok, je comprends. Je comprends. bah, tu vois, quand je disais, pareil avec la même vulgarité, c'est quand je dis que ça fait chier, c'est sur un point ironique il y a 1 million de trucs qui peuvent se jouer. D'une personne à l'autre, ça change. T'avais bien préparé ça, t'as bossé dur, ou juste tu sais pas répondre en fait. T'as pas de réponse magique, ou juste tu sais pas comment répondre de manière bien comme il faut. Enfin, tu vois, voilà, il y a 1 million de raisons de ça fait chier. Mais en tout cas, nous on valorise vraiment ça. C'est pour ça qu'on dit ça fait chier, c'est en mode blague, hein, parce que on valorise ça parce que grâce à ces personnes-là et à ces questions-là, on peut améliorer notre communication qui manifestement peut être meilleure, quoi. Principe 9. Et donc justement, les gens, ils osent, mais ça suffit pas parce que quand ils osent, il faut quelque chose en face. C'est là qu'on arrive au 9e principe qui est j'accueille l'opinion des autres. Et donc là, c'est une histoire de posture, si tu veux, j'écoute activement pour comprendre. Donc là, je vais revenir à mes citations habituelles. Johnny Ive, hein. Je sais pas si tu la connais celle-là, mais on l'a déjà entendu dire à plusieurs reprises, les idées, c'est fragile. Et en Johnny fait, Ive, juste je te coupe rapidement pour les gens qui connaîtraient pas, parce que moi aussi j'ai connu assez tard en réalité. C'est la personne qui est derrière le design de
un paquet de devices chez Apple, je crois, donc probablement l'iPhone, le Mac. J'ai même entendu dire qu'il aurait été à l'origine du design de l'Apple, enfin les locaux d'Apple là, qui sont très connus. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai Euh, entendu ça aussi, ouais. et qui est assez surprenant, que j'ai vu du coup en vrai moi à OpenAI cette année au Dev Day, puisqu'il a, je sais plus quelle est la nature de l'opération, mais il avait une société du coup après être chez Apple, il avait une société de design qui marchait bien, qui a été, de ce que je comprends, rachetée par OpenAI, et donc maintenant il est plus ou moins en partnership en joint venture avec OpenAI pour réfléchir à un futur appareil physique, donc un device physique qui serait, de ce que je comprends, sorti par OpenAI. Donc, j'ai hâte. On a tous hâte de voir ce qui va se passer. Je pensais que ça sortirait cette année au Dev Day, que nenni. Il va falloir attendre encore un petit peu. Ouais. Ah, je suis frustré aussi. Donc, Et tu voilà. disais. Et du coup, donc il dit les idées sont fragiles. L'idée, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un ose exprimer une idée, il faut partir du principe que c'est fragile et en prendre soin. Parce que si jamais je dis trop vite que je suis pas d'accord, je peux juste tuer une conviction qui pourrait pourtant changer le projet. Pire, si jamais la personne elle est introvertie, mais c'est une catastrophe parce que la prochaine fois, elle pourrait juste se taire. Et donc, cette posture, c'est quoi? Il y a un framework très simple qui dit j'écoute pour comprendre. Donc, dans un premier temps, je ne fais que poser des questions et je continue jusqu'à être sûr d'avoir vraiment compris. Et ensuite, une fois que je suis sûr d'avoir compris, là, je partage mon point de vue. Et au passage, il y a peut-être une fois sur deux, c'est un peu une métrique heuristique, mais j'aurais changé d'avis parce que j'aurais mieux compris l'idée. Il y a un autre point aussi qu'on aime beaucoup chez nous, c'est la lecture de la salle. Ce qu'on appelle la lecture de la salle, nous, c'est, tu vois, par exemple, je suis en train de discuter avec toi, Timothée, imaginons on est une réunion, à un moment donné, je vois, il y a un truc sur ton visage, là, tu as souri ou tu as fait la moue, et il y a un truc qui gratte, quoi. Et du coup, bah, qu'est-ce que je vais faire? En fonction du contexte, soit en live dans la réunion, je vais te tendre une perche. Timothée, il y a un truc qui t'embête là? Ou à l'inverse, parce que des fois, ça peut mettre mal à l'aise, il y a plein Bien de, sûr, voilà, plein de choses qui peuvent faire que c'est pas simple. Je vais à minima en parler en off après ouais. la réunion, venir te voir, et comment on peut faire mieux la prochaine fois. Ouais. Parce que s'il y a un truc qui te gratte, il peut apporter quelque chose au groupe. C'est clair. Tu disais qu'il y avait, en début d'épisode, il y avait donc 9 principes. En gros, tu avais fait 2 catégories de principes. Il y a 9 principes sous la première catégorie. Je crois qu'on vient de les finir. Et il reste une deuxième et dernière catégorie composée de 2 principes, qui sont donc les derniers. Je veux bien que tu nous introduises à celle-là, si ça te va. Clairement. Et donc là, en fait, on vient de voir les 9 principes qui sont au service de la performance collective. Et pour que vraiment ce cercle vertueux entre bien-être et performance marche bien, on a ajouté 2 principes qui touchent l'importance de s'équiper individuellement. Pourquoi? Parce que si individuellement on n'est pas bien équipé, on va tirer vers le bas notre propre performance individuelle et donc la performance globale du groupe. C'est ça l'idée. Ok, pas clair. Et donc le 10e principe, c'est je veille à mon énergie. On revient à ce mot énergie. C'est quelque chose, moi, qui a changé ma vie il y a quelques années. En fait, souvent, on voit, les gens pensent charge de travail, charge mentale, gestion du temps. Et nous, on aime bien penser énergie. C'est quelque chose de puissant, de savoir ce qui te donne ou ce qui te prend de l'énergie. Parce que derrière, tu peux t'organiser. Alors, il y a des outils très simples, tu vois, par exemple, si j'ai un travail de formalisation, je dois mettre du temps de cerveau, voilà, et que derrière, il y a un impact incroyable, je ne vais pas le faire après le déjeuner. Je sais que ça ne marche pas pour moi. Je suis en mode digestion, ça ne marche pas. Tôt le matin, ça marche super bien. Voilà. C'est un exemple. Mais il y a plein d'autres frameworks qu'on utilise qui permettent vraiment de découvrir. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Mais en fait, là, j'adore ça, mais ça me coûte énormément d'énergie. Et c'est surprenant, ce genre de truc. Et donc, tu t'organises différemment. Mais il y a une autre idée derrière tout ça, qui est autour de la résilience. C'est que les scale-up, ça demande énormément de résilience. Et par exemple, finalement, j'ai plus la citation en tête, mais Vlad Loktev, tu sais, qui était VP Product chez Airbnb, à l'époque des articles sur le Founderman et tout, il a pas mal pris la parole. Il avait fait un petit résumé de 3 lignes qui expliquait très bien le truc. Il disait le scale, c'est difficile parce que tout pète. Ton job pète, les process pètent, ta façon de t'organiser pète. Et donc, on doit tout le temps se réinventer. Ouais. Et c'est difficile, en fait. Et Bien du sûr. coup, c'est pour ça qu'il faut de la résilience en scale-up, mais c'est pour ça aussi qu'il faut savoir gérer son énergie. Et donc, nous, il y a un peu 2 questions derrière ça pour nous. La première, c'est comment je fais pour rester en énergie quand il y a des moments difficiles? C'est-à-dire, par exemple, on revient au problème perso, mais pas que. Genre, il y a une annonce difficile de la boîte, ou j'arrive pas à faire bouger les KPI comme j'aimerais, ou tout simplement, j'arrive pas à faire mon job, parce que j'ose pas faire un truc, j'ai peur de faire un truc, ou je sais même pas faire un truc. Donc, comment tu fais dans ces moments-là pour rester en énergie? Et il y a la deuxième question qui est très connectée, en fait, c'est
quelle responsabilité je prends pour assurer mon discernement, ma motivation, et justement, ne pas céder à mes peurs qui vont me tirer vers le bas, et donc le groupe aussi. Ok, clair. Ça, c'est hyper dur parce que, pareil, il y a des gens qui peuvent ne pas y croire ou des gens juste qui y croient mais qui ne savent pas comment faire. C'est quoi vous avez un script avec des questions à se poser, vous avez des recommandations là-dessus à faire. Alors, je pense que ce sera long de tout partager, mais comment tu guides les collaborateurs de Pictarine sur ces sujets d'énergie? Je pense qu'on va revenir à cette histoire du cadre managérial. C'est-à-dire que quand tu as un one-on-one où tu es capable de dire « Attends, mais tu veux que je parle en public, mais j'ai trop peur », c'est OK, tu es OK qu'on établisse un plan pour que tu sois préparé. Tu vois, Ok, par exemple, maintenant, au début, c'était les managers qui apprenaient à faire ça, mais maintenant, on a un coach de prise en parole qui vient t'aider à ok, préparer des présentations. trop cool. C'est un exemple. C'est aussi ça, les moyens. C'est le moyen pour créer le cadre pour que les gens osent parler, mais aussi, Ouais. on les accompagne. Et donc là, par exemple, un coach de prise de parole. Et Mhm. il est monumental. Les gens passent 1 heure avec eux. Il y Ouais. a un effet avant-après. Et les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé entre la dernière présentation que tu as faite et celle-là? Et les gens sont fiers d'eux et c'est génial. Et ça, on peut je sais pas, il y a une quinzaine de sujets sur lesquels on a ce genre de plan, quoi. Excellent. Et donc, le 11e, c'est j'optimise mon efficacité individuelle. Alors, il y a un principe de base assez simple, je pense, qui surprendra pas grand monde avec le scale. On a trop de choses à faire. Et donc, la question derrière, c'est comment je fais pour utiliser mon temps de cerveau sur les bonnes choses? Par exemple, sur quel sujet je me donne à fond, sur quel sujet je suis juste du good enough, comment je priorise, quel sujet je délègue, quel sujet auquel je dis non. Euh, et en fait, notre réponse, c'est un peu du classique, si tu veux, en théorie, c'est du focus, de la priorisation et de la délégation. Mais concrètement, on a plein de frameworks qu'on distille pour ça. Il y en a beaucoup qui sont empruntés, que j'adore, de Shreyas Doshi. Je ne sais pas si le nom te parle, qui est pareil, un gars qui a changé ma vie de mec qui bosse dans le product. Tu vois, je pense par exemple aux 3 niveaux de travail, je pense au framework LNO, je pense à la délégation radicale. C'était rigolo parce qu'on avait découvert ce mot euh, on avait découvert la délégation radicale après avoir introduit ce mot de radicalité chez nous. Mais du coup, c'était une espèce de congruence chouette. Ouais. Et, et même, en fait, tu vois, c'est aussi là qu'on a intégré des outils un peu contre-intuitifs sur outils très simples de je garantis du temps pour mes insights, mais pour ma growth personnelle aussi. Mhm. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un outil très con, hein, mais 10% de mon temps, au minimum, doit être sur comment je grandis sur ces sujets-là, par exemple. Mhm. Donc, tu te dis, je bosse plus qu'à 90%. Sauf qu'en vrai, grâce à ces 10%, tu vas être beaucoup plus efficace Ouais. que 100% sur les 90 que tu Mhm. restes. Et donc, il y a plein... et puis, on peut aussi parler d'intelligence artificielle derrière, évidemment, Évidemment. parce que il y a plein d'outils géniaux pour améliorer ton efficacité individuelle. Comment alors, merci pour tous les principes. Tu avais un truc à ajouter sur ce 11e? Non, c'est beau. Non, parce que j'ai plein de questions évidemment. J'aurais pas le temps de toutes les poser, sinon je pense qu'on fait un podcast de 4 heures. Mais au début, donc pour revenir un peu, faire un peu un wrap-up, on a résumé, enfin, tu as introduit, pardon, la Radical Performance en parlant de notion de vitesse, qualité, d'impact, qui était une notion un peu très performance, en fait, très tournée performance. On a très vite basculé sur des principes qui se tournaient beaucoup vers l'humain, vers comment dire, la collaboration entre les gens, vers le fait de se centrer envers soi, ne pas faire que juste se concentrer sur sa propre performance, mais aussi sur son bien-être, etc. Est-ce que vous avez réussi, la question n'est pas simple, est-ce que vous avez réussi à prouver un ROI sur l'introduction de cette philosophie-là finalement? Alors, je peux te répondre de manière assez sereine en te disant oui, parce que pour être très transparent, en fait, c'est sur le pourquoi et comment on a créé ces principes. C'est qu'à la base, c'était avant d'être une méthode avec tous ces outils, l'espèce de MVP de tout ça, c'était juste une liste de principes. Et en fait, à la première phase de scale, comme je l'avais un peu évoqué rapidement tout à l'heure, on s'est dit, mince, il y a eu un moment, on s'est dit, mais depuis 6 mois ou 1 an, en fait, on est lent. On a perdu quelque chose. C'était la première fois qu'on avait introduit le middle management. Et on a réalisé qu'avant, tu vois, les founders, moi et d'autres anciens, on montrait la voie en étant sur le terrain. Et en introduisant le middle management, on n'a pas conscientisé on n'a pas transmis des choses qu'on aurait dû, en fait. Et donc là, on a commencé très pragmatique, on fait toujours de la même manière parce qu'on a continué comme ça. On liste les problèmes. On liste des comportements qui ne sont pas ceux qu'on attend. On liste des fonctionnements qui ne sont pas ceux qu'on attend. Et en face, ça devient des principes de ce qu'on attend. Et donc, ça a marché très vite.
ça a marché très vite. Et donc, avec le temps, on a musclé ça et on en a fait une méthode avec plein d'outils en face et plein de rituels. Et donc, on sait que ça marche tout simplement. Excellent. Vous avez documenté à l'écrit tout ça, quelque part, ou il y a un lien Ouais, peut-être que tu aurais partagé, que tu pourrais partager en description de ouais, je l'épisode? pourrais te. Super. Carrément. Est-ce que, il y a quelque chose que tu voulais, ajouter pour, aller vers la fin de cet épisode? Peut-être. Euh, On a déjà fait un je bon pense, tour, hein. ouais, un peu. Peut-être sur. Je pense quelque chose qui est important derrière tout ça, c'est peut-être autour de l'orga. Ouais. Euh, c'est que tu vois, justement, on a fait, Guillaume en parlait dans le podcast avec toi, hein. On a fait, il y a 1 an, on a créé le département opération parce qu'on a fait un move un peu original. C'est que depuis, tu vois, une petite dizaine d'années, on avait une équipe produit et on l'a supprimée pour créer ce département opération, mais aussi un département design. Et en fait, pourquoi? C'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette histoire d'aligner les zones de magie des gens avec les besoins de la boîte. C'est qu'en fait, on s'est dit, Guillaume et Max, donc les fondateurs et qui portent la vision produit et marketing, sont magiques là-dedans. Mais ils sont un peu moins magiques sur la mise en musique, sur le comment. Moi, c'est l'inverse. Et donc, on s'est dit, mais il faut mettre ça en place. Et donc, on a beaucoup réfléchi. Et pareil, on avait discuté avec Rémi à l'époque. Et on s'est dit, mais de toute façon, on peut supprimer le département produit, puisqu'on est une boîte produit. Ça se retrouve dans tous les départements, même la finance. Et donc, en fait, et donc, c'est là où on a dit, Guillaume et Max vont porter le quoi, donc la vision, et moi, je vais porter le comment, et donc notamment la haute performance dans le comment. Et d'ailleurs, sur le product management, mais pas que, hein, il y a d'autres éléments. Et en fait, c'est là qu'on a créé ce département opération, et c'est pour ça que c'est moi qui le porte, et c'est pour ça qu'on a le product management dans le département opération. Mais ce move-là, c'est pas juste pour une histoire d'ownership, c'est aussi que tout simplement, c'est pas un hasard que ce soit cette année qu'on ait vraiment nommé et mis un cadre beaucoup plus explicite à cette méthode Radical Performance. C'est que tout simplement, le quoi, ça peut être un taf à temps plein, et le comment aussi. Et donc, ça m'a donné cet espace pour pouvoir faire ça, comme ça a donné l'espace à Guillaume et Max pour faire d'autres choses. Et donc ça, c'est important. Il y a un deuxième aspect qui est lié à l'orga pour moi, j'ai toujours un peu tendance à rattacher les rituels à l'orga. C'est que ici, on a parlé de pas mal de principes, c'est théorique, j'ai distillé quelques outils, mais les rituels, c'est super important, quoi. Et nous, les rituels chez nous, tu l'avais un peu évoqué avec Guillaume aussi dans le podcast, mais on considère un peu comme un produit, on itère dessus à fond. Et pour te donner des petits exemples, les rituels chez nous, c'est important pour l'application de la méthode, mais aussi pour le pilotage de cette performance, pour justement se dire on en est où et comment on peut faire mieux. Et en fait, il y a des rituels, par exemple, au sein de la squad, et d'ailleurs, les squads sont très libres. Le seul truc, si tu veux, c'est qu'on évite les status update bêtes et méchants, parce que ça n'a pas plus de valeur ajoutée que ça. Mais il y a des rituels entre PM aussi, parce que sinon, ils se parlent jamais et ils se voient jamais, et c'est dommage, et on ne garantit pas de standard Pictarine commun. Mais il y a aussi quelque chose qui est crucial, il nous a fallu du temps pour le mettre en place pour que ça marche vraiment bien, c'est des rituels entre le COMEX et les PM. C'est-à-dire qu'il y a une complicité là-dessus. Donc, par exemple, on a un truc qui marche bien, c'est tous les lundis matins. En gros, je simplifie en disant COMEX, mais les PM viennent défiler 10 minutes chacun pour présenter au COMEX, voilà ce que j'ai appris la semaine dernière, voilà le succès de la semaine dernière, voilà mon problème, voilà là où j'ai besoin d'aide, voilà où j'ai besoin d'une décision. On fait aussi en asynchrone, et il y a des moments en dehors aussi, en informel, mais c'est crucial pour qu'il y ait vraiment, tu vois, les PM sont quand même sur le quoi et sur le comment. Et ce lien, il marche parce que justement, il y a ce process, il y a ces rituels d'interaction entre le COMEX et la squad, quoi. Trop bien. Bon, écoute, je pense qu'on a toute la notice. Si les gens sont intéressés, veulent en savoir plus, aller plus loin, ils peuvent te contacter? Avec plaisir. C'est facile, c'est Nice. sur LinkedIn, on me trouve facilement, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message. En même temps, tu as dit dans l'épisode qu'il fallait contacter les autres, donc là, tu pouvais pas dire non, quoi. Ah là, il n'y a plus d'excuses. Cool, merci beaucoup François. Trop cool d'avoir reçu Merci à enfin toi, sur hein. cet épisode. Ça faisait en coulisses quelques années maintenant qu'on parlait de faire un épisode. Donc trop content d'avoir pu trouver un sujet sur lequel en fait il y a eu beaucoup de choses à dire. Tu vois, on est déjà 1h20 d'enregistrement. Et puis hâte de voir quelle est la suite. Je suis sûr que ça va s'ajuster un peu plus sur Radical Performance. Là, il y aura peut-être des petites nouveautés exposées dans quelques mois, quelques années. Carrément.
Bah, merci en tout cas parce que c'était un plaisir et un honneur de participer à ton Trop podcast. sympa. Pareil, écoute, honneur de t'avoir reçu et puis bah, hâte de faire écouter cet épisode à tous les auditeurs et auditrices du podcast. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Ciao.